Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui va vous glacer le sang, mais qui finira par vous réchauffer le cœur. C'est l'histoire de Morgane, 28 ans, qui a vécu un cauchemar que beaucoup d'entre vous reconnaîtront peut-être. Une famille qui l'a psychologiquement détruite, petit à petit, jusqu'à ce fameux soir de février où ils l'ont littéralement enfermée dehors sur un balcon glacé, par -5 degrés, pendant des heures. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire d'une victime. C'est l'histoire d'une femme qui a trouvé la force de partir en silence, et qui a mené sa vengeance de la plus belle des manières, en disant enfin sa vérité. Cette histoire va vous faire réfléchir sur ce qu'est vraiment une famille, sur la différence entre l'amour et la manipulation, et sur cette force incroyable que nous avons tous en nous pour nous reconstruire. Alors installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude, vous allez comprendre pourquoi, et préparez-vous à découvrir comment parfois, le silence peut devenir l'arme la plus puissante contre ceux qui nous font du mal. Et comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez aujourd'hui, car nos histoires voyagent dans le monde entier et j'adore savoir dans quel coin du globe elles arrivent. Alors, commençons. Bonjour à tous. Je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans, et il y a 6 mois, j'ai quitté la maison familiale de Quimper sans un mot d'explication. Mais avant cela, mes parents m'ont enfermé dehors sur un balcon glacé par une nuit de février, parce que j'avais osé allumer le chauffage. J'ai passé des heures à trembler, à regarder à travers la baie vitrée ma famille rire et dîner tranquillement, pendant que je suppliais en tapant contre la vitre. Ils ne m'avaient pas oublié. Non, ils m'ignoraient volontairement. Ce n'était pas juste le froid cette nuit-là. C'était des années d'effacement, de mensonges, d'être gommé des photos de famille, d'être rayé du testament, d'entendre ma mère dire aux voisins « J'ai élevé 2 filles merveilleuses, 2, pas 3. » Alors un matin, j'ai disparu en silence. Aucun mot, aucun au revoir. Mais pourquoi, après toutes ces années de silence, ont-ils soudain supplié ? Et qu'ai-je fait quand ils ont enfin réalisé que je ne reviendrai jamais ? Le chauffage de notre maison faisait toujours ce léger ronronnement, le genre de bruit qui remplit les pièces silencieuses de réconfort. Mais dans la maison de mes parents à Quimper, ce son était traité comme un péché mortel. Je me souviens clairement de cette soirée de février. La neige collait aux fenêtres, ce froid qui s'insinue dans vos os et refuse de partir. J'étais assise dans le salon avec un livre sur les genoux, regardant ma respiration formée de petits nuages blancs. Ma mère, Françoise, est entrée et a regardé le thermostat comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime. « Tu l'as encore monté » a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait cette pointe acérée qui signifiait qu'une dispute arrivait, que je le veuille ou non. « Il fait -5 degrés dehors » ai-je répondu, gardant un ton neutre. Le chauffage chauffe à peine. Elle m'a coupé. À peine ? Tu crois que l'électricité se paie toute seule ? Tu vis ici gratuitement, Morgane. Tu n'as pas à décider de ce qui est du gaspillage. Depuis le canapé, ma sœur Camille a ricané sans lever les yeux de son téléphone. Maman, tu devrais la faire dormir dehors si elle a si chaud. J'aurais pu dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. C'était toujours la règle ici. Le silence était plus sûr. La maison était une petite construction bretonne en pierre, au bord de Quimper. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque municipale, triant les livres donnés, rangeant des romans qui sentaient la poussière et le temps. Je me disais que vivre ici était temporaire, un moyen d'économiser jusqu'à ce que je puisse me payer mon propre logement. Mais au fond, je connaissais la vérité. Partir n'avait jamais été facile quand on vous élève en pensant que partir signifie trahison. Après le dîner, j'ai rallumé le chauffage. L'air à l'intérieur était glacial, et mes doigts étaient trop raides pour taper mes notes de travail. En quelques minutes, j'ai entendu sa voix à nouveau depuis le couloir. « Ne t'ai-je pas dit d'éteindre cette chose ? » Elle est entrée dans ma chambre, bras croisés, Camille juste derrière elle comme une ombre qui souriait.
Si tu veux qu'il fasse si chaud, a dit Françoise, peut-être que tu devrais aller dormir dehors et voir à quel point tu apprécies la chaleur. J'ai soutenu son regard. Tu es sérieuse? Elle a haussé les épaules. Et c'est. Tu apprendras quelque chose. Ça aurait dû s'arrêter là. J'aurais dû m'en aller, ne rien dire. Mais ma fierté a pris le dessus. J'ai ouvert la porte-fenêtre donnant sur le balcon et je suis sortie, pensant que peut-être l'air frais m'éclaircirait les idées. J'avais besoin d'espace, même s'il faisait un froid glacial. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic silencieux. J'ai tourné la poignée. Elle ne bougeait pas. Au début, j'ai pensé qu'elle me donnait une leçon, qu'elle déverrouillerait après une minute ou deux. Mais quand je l'ai vue passer devant la vitre avec une tasse à la main, faisant semblant de ne pas me voir, j'ai compris. Elle l'avait verrouillée. La neige a recommencé à tomber, lentement au début, puis plus fort. La lumière du balcon a clignoté et s'est éteinte. À travers la vitre, je voyais la lueur bleue de la télévision. Françoise et Camille riaient de quelque chose à l'écran. Pierre, mon père, était là aussi, silencieux comme toujours, tenant sa tasse comme si elle pouvait le réchauffer de la culpabilité qu'il refusait de ressentir. J'ai essayé de frapper une fois, doucement, espérant que quelqu'un entendrait. Rien. Je me suis enroulée dans mes bras et me suis assise contre le mur. La rambarde métallique brûlait mon dos à cause du froid. Le temps s'étirait. La neige s'accumulait sur le sol du balcon. Mes cheveux se raidissaient de givre. Je pouvais voir mon reflet dans la vitre. Pâle, petite, presque fantomatique. C'est ce que j'étais devenue dans cette famille. Le fantôme silencieux qu'il pouvait oublier qui existait. Je pensais à quand j'étais enfant, peut-être 9 ans, quand j'avais apporté à ma mère une carte faite main qui disait « Meilleure maman du monde ». Elle avait souri et dit « Tu ne devrais pas gaspiller le papier ». C'était sa version de l'amour, la correction, pas le réconfort. J'ai appris tôt que l'amour ici était quelque chose qu'on gagnait en étant invisible. À un moment, mes pieds sont devenus engourdis. J'ai serré mon manteau plus fort, mais ce n'était pas suffisant. J'ai regardé la neige tomber jusqu'à ce que le monde devienne blanc et silencieux. À l'intérieur, leur rire continuait. Des heures plus tard, peut-être 2, peut-être plus, la poignée de la porte a finalement bougé. Françoise l'a ouverte juste d'1 centimètre, assez longtemps pour dire « Tu as fini de gaspiller le courant ?» Je suis rentrée. La chaleur du salon a frappé ma peau comme une piqûre. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas émettre un son. Elle a éteint le chauffage à nouveau et est allée se coucher. Le lendemain matin, personne n'en a dit un mot. Camille m'a demandé si je voulais des crêpes. Mon père lisait le journal. Ma mère fredonnait comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. J'ai mangé en silence, mes mains me faisant encore mal du froid. Je les regardais évoluer dans la cuisine, chaque geste répété. Chaque mouvement faisant partie de la même pièce non dite que nous jouions depuis des années, prétendant être une famille. Cette nuit-là, quand je me suis couchée, je n'ai pas pleuré. J'ai fixé le plafond jusqu'à ce que l'aube filtre à travers les volets et j'ai pris une décision simple. Si je restais silencieuse, je disparaîtrais. Mais si je parlais, elle me ferait payer. Je ne savais pas ce qui était le pire. Alors, j'ai murmuré dans l'obscurité, plus pour moi que pour quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, j'ai réalisé que la chaleur ne concernait pas les radiateurs. C'était de savoir qui décidait qui la méritait. Le lendemain matin, je suis devenue invisible dans ma propre maison. Je suis entrée dans la cuisine sentant l'odeur des crêpes et du lard. L'idée de Françoise d'un bon petit déjeuner familial. Elle cuisinait toujours quelque chose de chaud le jour après avoir fait quelque chose de froid. Camille était déjà assise, faisant défiler son téléphone tout en sirotant son café dans sa tasse préférée. Celle avec « Boss Babe » écrit en doré. Mon père, Pierre,
était assis silencieusement au bout de la table, le journal protégeant son expression. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a reconnu que j'étais entré dans la pièce. Ma chaise manquait. Je suis restée debout un moment, incertaine de demander ou non, puis j'ai décidé de ne pas leur donner cette satisfaction. J'ai pris une assiette, me suis servi une seule crêpe, et me suis appuyée contre le comptoir pendant que je mangeais. Personne ne m'a dit un mot, même pas quand j'ai tendu le bras par-dessus la table pour attraper le sirop d'érable. Juste le silence, comme si j'étais une figurante dans une scène où j'avais l'habitude d'être la star. Elles ont ri de quelque chose que Camille avait dit, une blague privée à propos de quelqu'un de l'église. Je ne pouvais pas tout entendre, mais j'ai saisi qu'elle disait « Certaines personnes adorent jouer les victimes ». Suivi du petit rire de Françoise. Mon estomac s'est tordu. Je n'étais pas sûre si elle parlait de quelqu'un d'autre ou si elle s'échauffait pour moi. Après le petit déjeuner, j'ai débarrassé mon assiette. On ne me l'avait pas demandé. On ne m'avait pas dit de ne pas le faire. Je l'ai juste fait par habitude. Puis je suis allée dans le couloir vers la buanderie pour commencer une lessive. Le panier était plein. La plupart n'étaient pas à moi. J'ai plié les vêtements de tout le monde comme toujours, empilant ceux de Françoise soigneusement sur la table, même si je savais qu'elle prétendrait l'avoir fait elle-même. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Camille se prélassait sur le canapé en regardant une émission de rénovation, Françoise s'est assise à côté d'elle, racontant une vieille histoire de quand nous étions petites. Elle souriait en parlant, sa voix adoucie par une fausse nostalgie. Elle a dit : « Élever 2 filles merveilleuses comme Camille a été la joie de ma vie. 2. J'étais assise dans le fauteuil en face d'elle, assez près pour entendre chaque mot. Je n'ai pas tressailli. Camille n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Elle s'est juste penchée la tête sur l'épaule de Françoise et a dit : « Tu as tout fait pour nous, maman. » Je n'ai rien dit. Pas alors. J'ai juste fixé l'écran de télévision muet, regardant un couple sourire en abattant un mur entre leur cuisine et leur salle à manger. Je me demandais ce que ça faisait de casser quelque chose qui était censé vous maintenir ensemble. Le reste de la journée s'est passé comme ça, silencieux, mais pas paisible. À l'heure du dîner, j'ai décidé de garder mes distances. J'ai mangé tôt et suis retournée dans ma chambre où il faisait plus froid, mais je préférais le silence qui ne venait pas avec le jugement. Puis est arrivée la facture. Cette nuit-là, je suis entrée dans la cuisine pour du thé. Françoise était là, debout au-dessus de la table de la salle à manger, un papier à la main comme si c'était une convocation au tribunal. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. « Tu sais de combien notre facture d'électricité a augmenté le mois dernier ?» a-t-elle demandé. Pas de bonjour, pas de salut, juste l'accusation. J'ai ouvert le placard, pris mon sachet de thé, et n'ai rien dit. Elle a augmenté de 73 €. Ce n'est pas une coïncidence. Elle a claqué la facture sur la table. Et regarde ici. C'est toi qui as le plus utilisé le chauffage. Nous l'avons suivi. Camille est entrée, s'est appuyée contre le frigo, et a croisé les bras comme si elle attendait un bis. Je t'ai dit la semaine dernière, a continué Françoise. Pas d'usage inutile. Tu es une femme adulte qui agit encore comme une dépendante. Tu n'apportes aucune valeur à cette maison, Morgane. Juste des coups. Pierre est passé, se dirigeant vers le garage. Il ne s'est pas arrêté, n'a pas dit un mot, a juste continué à bouger comme s'il n'avait rien entendu. Il était devenu bon à ça. Tu vas dire quelque chose, ai-je demandé, me tournant vers lui. Il s'est arrêté, la main sur la porte. Il vaut mieux ne pas remuer le pot. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai versé de l'eau chaude sur mon sachet de thé et suis retournée dans ma chambre, mes mains tremblant. Pas de chaleur ou de rage, mais de la retenue qu'il fallait pour ne pas crier. Dans le silence de ma chambre, je me suis assise par terre et j'ai ouvert un vieil album photo caché sous mon lit.
Une photo est tombée. Une photo de famille d'un voyage de camping quand j'avais peut-être 12 ans. Françoise et Camille souriaient, bras enroulés l'une autour de l'autre. Pierre allumait le feu. J'étais à peine visible au bord du cadre. La moitié de mon visage coupé comme si je n'avais pas été assez importante pour être centrée. Ça m'a frappé plus fort que les mots. Cette photo m'avait toujours dérangée. Mais ce soir, elle semblait différente. Elle semblait être la vérité. Toutes ces années, je m'étais convaincue que ma présence signifiait quelque chose. Que mon aide, mes tâches ménagères, ma conformité s'additionnaient pour faire de l'amour, ou du moins gagner le respect. Mais rien de cela n'avait d'importance. Pas la lessive, pas la vaisselle, pas même les vacances où j'avais travaillé des heures supplémentaires pour leur acheter des cadeaux qu'elles avaient déjà oubliés. Ce n'était pas à propos de l'électricité. Ce n'était même pas à propos de l'argent. C'était à propos du contrôle. C'était de savoir qu'elle pouvait me faire du mal et choisir de le faire quand même. Je me suis assise sur le sol avec la photo sur mes genoux pendant longtemps avant de finalement me lever. Je n'ai pas pleuré, pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que la douleur s'était transformée en autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la détermination. J'ai sorti un journal de ma table de nuit, feuilleté d'anciennes entrées remplies de doutes et d'excuses excessives. Puis, sur une page propre, j'ai écrit en lettres majuscules « Tu n'es pas ce qu'elles disent que tu es ». Je l'ai souligné 2 fois. Pour une fois, le silence n'était pas le leur. C'était le mien, et j'allais l'utiliser. Le silence ne s'est pas arrêté. Il s'est étendu. Il a rempli chaque coin de cette maison. Silencieux comme la poussière, mais tout aussi suffocant. Les jours passaient sans vrai mot. Juste les sons des assiettes qui s'entrechoquent, des portes qui se ferment, et le léger bourdonnement du réfrigérateur. C'était le rythme de ma vie maintenant. Une vie mesurée en choses non dites. Un jeudi après-midi, une collègue de la bibliothèque a mentionné un nouveau projet communautaire, un événement qui visait à connecter les gens à travers les livres et l'aide hivernale. Le concept était simple mais sincère, une collecte de lecture et de chaleur. Les gens pouvaient donner des manteaux et des livres d'occasion, et les familles dans le besoin pouvaient prendre les 2 gratuitement. Quand je l'ai entendu, quelque chose en moi s'est remué. Peut-être était-ce la pensée de la chaleur qui n'avait pas besoin d'être gagnée ou suppliée. Cette nuit-là, après le dîner, je me suis assise à mon petit bureau avec un bloc-notes et une tasse de thé. La maison était silencieuse sauf pour le rire de Camille du salon alors qu'elle regardait une émission sur des gens rénovant des maisons qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je l'ai ignoré et j'ai commencé à esquisser des idées pour la collecte. Comment décorer les tables, comment impliquer les écoles locales, comment faire en sorte que ce soit plus que de la charité. Ça faisait du bien de réfléchir à nouveau, de créer quelque chose qui n'était pas juste à propos de survivre. Je suis restée éveillée jusqu'après minuit, peaufinant chaque détail. Pour la première fois en semaine, je me sentais éveillée. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, Camille est entrée dans la cuisine portant une de ses chemisiers de travail impeccables, le genre qu'elle ne portait que quand elle voulait avoir l'air d'avoir tout sous contrôle. Elle a remarqué mes papiers sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé négligemment, se versant un verre de jus d'orange. « Juste une idée que je monte pour la bibliothèque » ai-je dit, incapable de cacher la petite note de fierté dans ma voix. Un événement communautaire, quelque chose qui combine les livres et aider les gens à rester au chaud cet hiver. Elle s'est penchée plus près, feuilletant les pages sans demander. Ce n'est pas mal en fait. Tu as vraiment inventé ça ? Oui, ai-je répondu. C'est encore brouillon, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de spécial. Camille a souri faiblement. Ce genre de sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Ouais, spécial. Elle m'a rendu les papiers, puis a bu son jus comme si la conversation était terminée. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je voulais croire qu'elle s'en souciait,
peut-être même qu'elle m'admirait pour une fois. C'était mon erreur. 3 jours plus tard, pendant le dîner, Françoise était d'une rare bonne humeur. Elle avait fait son pot-au-feu de célébration, quelque chose qu'elle ne faisait que quand elle était particulièrement fière de Camille. L'odeur remplissait la maison, riche et lourde. Je me suis assise à table, m'attendant à un autre repas silencieux. Mais Françoise a commencé à parler avant que quiconque prenne une bouchée. « Vous ne croirez pas à quel point votre sœur est brillante, a-t-elle dit, rayonnant pratiquement. Elle a proposé l'idée de projet la plus merveilleuse à son entreprise aujourd'hui. Une collecte d'hiver, des livres, des manteaux, tout. Tout le monde a dit que c'était génial. » J'ai figé. La fourchette dans ma main semblait plus lourde. Camille ne m'a pas regardé tout de suite. Elle a juste souri modestement. « Oh, ce n'est vraiment rien. Juste quelque chose qui m'est venu. » Françoise l'a écarté d'un geste. « Ne sois pas modeste. Je t'ai dit que ta créativité te mènerait loin. C'est ce qui te distingue. » Les mots se sont brouillés dans mes oreilles. J'ai essayé d'avaler, mais ma gorge s'est serrée. Mon esprit a rejoué chaque ligne de mes notes, chaque idée que j'avais écrite. Ces mots exacts maintenant enveloppés dans les applaudissements de quelqu'un d'autre. Je voulais parler, la dénoncer la même. Mais alors j'ai croisé le visage de Pierre. Il ne regardait personne, fixant juste son assiette comme si les pommes de terre étaient soudain fascinantes. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il savait toujours et ne faisait jamais rien. J'ai posé ma fourchette lentement. « C'est drôle, ai-je dit, ma voix égale. Ça sonne familier. » Camille a finalement rencontré mes yeux. Pendant une fraction de seconde, son sourire a vacillé, puis est revenu plus froid cette fois. Eh bien, les bonnes idées flottent. Peut-être que nous sommes juste sur la même longueur d'onde. Françoise a ri comme si c'était une coïncidence charmante. Tu vois, vous deux partagez parfois le même esprit. Non, ai-je dit tranquillement. Non, nous ne le partageons pas. La pièce est devenue immobile. Françoise a froncé les sourcils. Ne commence pas, Morgane. Tu transformes toujours les bonnes choses en quelque chose de négatif. Camille s'est penchée en arrière, faisant tourner sa fourchette entre ses doigts. Peut-être que tu devrais inventer quelque chose par toi-même la prochaine fois au lieu de m'accuser. Mon pouls martelait dans mes oreilles. L'air autour de moi semblait épais, lourd de quelque chose de toxique. J'ai repoussé ma chaise et me suis levée. Bon appétit. Je suis sortie avant qu'elle puisse dire un autre mot. En haut dans ma chambre, j'ai fait les 100 pas pendant longtemps. Mes pensées étaient bruyantes, se heurtant dans ma tête. Ce n'était pas nouveau. Elle faisait ça toute ma vie. J'ai pensé à l'exposition de sciences de CM2 quand j'avais construit un volcan modèle et qu'elle l'avait présenté l'année suivante comme le sien. À la peinture que j'avais faite pour un concours local qu'elle avait entré à ma place. Même le sujet de mon essai d'université. Elle l'avait emprunté pour sa candidature de stage et avait été embauchée. J'avais l'habitude de me dire que ça n'avait pas d'importance. Que peut-être c'était la preuve que je valais la peine d'être copiée. Mais ce soir, je ne pouvais plus trouver d'excuses. Elle n'avait pas juste pris mes idées. Elle avait pris ma preuve d'existence. J'ai regardé autour de ma chambre les murs qui tenaient les photos de famille que Françoise insistait à accrocher partout. Une en particulier a attiré mon attention. La photo du dernier Thanksgiving. Nous toutes devant la cheminée. Camille au milieu, souriant comme si elle avait construit la maison elle-même. Je me tenais au bord du cadre à nouveau, main à demi levée, presque floue. Je l'ai décroché. Pendant un moment, je l'ai juste tenu, fixant la façon dont leur visage brillait sous la lumière chaude. Puis je l'ai enveloppé dans un vieux journal et l'ai placé au fond de mon placard. Je ne l'ai pas jeté. Pas encore. La jeter aurait signifié oublier,
et j'avais besoin de me souvenir, parce que ce souvenir était le seul pouvoir qui me restait. Cette nuit-là, je me suis assise près de ma fenêtre regardant la neige tomber sous le réverbère. Les flocons brillaient dorés contre l'obscurité. J'ai pensé à comment la beauté pouvait exister même dans les endroits les plus froids tant que quelqu'un la voyait encore. J'ai murmuré pour moi-même, stable, certaine, elle pouvait prendre mes idées, mais pas ma mémoire de qui les avait vraiment créées. Puis est venu le cadeau qui n'était pas un cadeau du tout. Décembre s'est glissé comme un voleur, silencieux, mais coupant. L'air à l'intérieur de la maison restait froid peu importe combien de couvertures j'empilais sur mon lit. Françoise disait que ça forgeait le caractère. Camille passait ses soirées à fredonner des chansons de Noël tout en décorant le salon comme si nous étions la famille parfaite. Des guirlandes lumineuses sont apparues autour des fenêtres, une couronne sur la porte, des bougies parfumées sur chaque table. Ça avait l'air chaud, mais ça ne l'était pas. J'ai aidé quand même. J'ai accroché des ornements, emballé des cadeaux, et noué des rubans jusqu'à ce que mes doigts se crampent. Chaque cadeau avait une étiquette pour Camille, pour maman, pour papa. Aucun pour moi. Pourtant, je me disais peut-être qu'elles avaient gardé le mien pour la fin, comme on garde le dessert. Un soir, j'étais assise sur le sol près du sapin triant des chutes de papier cadeau quand Camille est entrée tenant un sac shopping de designer. « Maman a dit que tu pourrais emballer celui-ci pour moi », a-t-elle dit, le laissant tomber devant moi. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle a souri. « Quelque chose que je me suis acheté, mais ça aura l'air mieux sous le sapin si c'est emballé. » J'aurais dû rire. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et j'ai attrapé le scotch. C'était le rythme de notre relation, elle ordonnait, j'obéissais. Le matin de Noël est arrivé avec l'odeur du café et des pains au raisin. Je suis entrée dans le salon pour les trouver déjà là, Françoise dans sa robe rouge, Camille perchée sur le canapé comme une reine attendant ses sujets, et Pierre avec son demi-sourire silencieux, prétendant ne pas remarquer l'attention. Le sapin scintillait. Des boîtes et des sacs les entouraient, chacun parfaitement emballé dans du papier brillant. « Bien, tu es enfin debout », a dit Françoise. « Nous t'attendions pour ouvrir ton cadeau. » Pendant un moment, mon cœur s'est soulevé. Un cadeau après toutes ces années. Elle m'a tendu une petite boîte, pas plus grande qu'un sandwich. Elle était emballée soigneusement, nouée avec un ruban doré. J'ai souri, prudente, presque effrayée par l'espoir. Je me suis assise et j'ai défait le ruban. À l'intérieur de l'emballage se trouvait un contenant de plats à emporter blanc, un de ces cartons bon marché qu'on obtient avec la nourriture chinoise. Le couvercle était plié. Il y avait un post-it sur le dessus. Il disait « Recycle-moi ». Pendant quelques secondes, je n'ai pas compris. Puis Camille a éclaté de rire. « Oh mon Dieu, maman, tu l'as vraiment fait », a-t-elle dit entre les gloussements. C'est hilarant. Le sourire de Françoise s'est élargi. C'est juste une blague, chérie. Ne prends pas tout si au sérieux. Pierre a donné un petit rire nerveux. Le genre que les gens utilisent quand ils savent qu'ils sont censés le faire. J'ai fixé la boîte, puis elle. Le rire résonnait sur les murs. Je pouvais sentir mon visage rougir, mais je n'ai pas bougé. « Vas-y » a dit Camille, riant encore. « Tu ne vas pas dire merci ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri faiblement. « Merci » ai-je dit. Ma voix n'a pas chancelé. J'ai remis le couvercle, me suis levée, et suis montée. Mes pieds étaient stables. Ma poitrine ne l'était pas. Dans ma chambre, j'ai placé la boîte sur la table de nuit. Le rire en bas s'est estompé en bruit de fond, étouffé, distant, comme de la statique. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai fixé cette stupide boîte. Ce n'était pas le cadeau qui m'a brisé. C'était la réalisation derrière. Elle n'avait pas juste oublié de m'aimer. Elle prenait plaisir à me voir souffrir.
Je me suis allongée sur le lit, fixant le plafond. Les souvenirs ont commencé à ramper hors des coins que je pensais avoir scellés. La fausse carte d'anniversaire quand j'ai eu 16 ans qui disait « Félicitations pour être arrivé si loin sans être puni ». La fois où elles m'ont laissé à l'école et ont prétendu avoir oublié. Les applaudissements sarcastiques à mon premier entretien d'embauche quand je suis rentrée nerveuse mais fière. Je me disais que c'était des blagues. Des blagues de famille. Mais ce n'étaient pas des blagues. C'étaient de petits couteaux, assez émoussés pour passer pour du jeu, assez tranchants pour vous faire saigner avec le temps. Après un moment, je me suis assise, j'ai attrapé mon journal du tiroir, et j'ai ouvert une page blanche. Le stylo a plané au-dessus pendant longtemps avant que j'écrive finalement les mots « Je ne suis pas ce dont elle rit ». J'ai fixé la phrase jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Je l'ai écrite à nouveau, appuyant plus fort. Puis encore, jusqu'à ce que l'encre transperce le papier. Le rire en bas s'est estompé, puis s'est arrêté. J'ai entendu le tintement des plats, la fermeture des portes d'armoire, des sons normaux comme si le monde était encore en ordre, mais quelque chose en moi avait changé. Je me suis levée, j'ai trouvé une petite boîte sous mon lit, et j'ai placé le cadeau dedans. Je l'ai caché dans mon placard derrière de vieux pulls et des chaussures. Je ne la gardais pas par sentimentalité. J'avais besoin de me souvenir de ce que ça faisait, le moment où j'ai arrêté de supplier la gentillesse et j'ai commencé à voir les choses pour ce qu'elles étaient. Cette nuit-là, alors que la neige tombait dehors, je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai regardé le reflet des lumières de Noël scintiller contre la vitre. En bas, le sapin brillait doucement, parfait et vide. Je pouvais entendre faiblement la voix de Camille à travers les conduits, racontant à Françoise la fête qu'elle organisait la semaine suivante. Françoise a dit quelque chose qui les a fait rire toutes les deux à nouveau. Ce son ne piquait plus. Il confirmait juste ce que je savais déjà. J'ai murmuré pour moi-même, pas comme une victime, mais comme un avertissement. Cette boîte n'était pas un cadeau. C'était un message, un que j'avais finalement entendu. C'est le testament qui a finalement déchiré le dernier fil d'illusion. Le dîner cette nuit-là semblait presque ordinaire, le genre de soirée qui vous trompe en vous faisant croire que la tempête est passée. Françoise a fait de la soupe, sa recette d'offrande de paix. Camille s'est vantée de son dernier prix du travail tout en remuant son bol comme si ce n'était pas une performance. Pierre a marmonné à propos des nouvelles, prétendant ne pas remarquer la tension qui se tissait à travers chaque mot. J'étais assise en face d'elle, silencieuse mais alerte. Quand on grandit dans une maison comme la mienne, on apprend à lire le ton plus vite que les mots. Françoise a été la première à briser le calme. Nous sommes allés voir Maître Rousseau aujourd'hui, a-t-elle dit, ajustant sa serviette. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Notre notaire. J'ai levé les yeux, incertaine de où cela menait. Pourquoi? Oh, juste mettre à jour certaines choses, a-t-elle répondu, voix douce mais ferme. C'est juste équitable, tu sais, d'avoir tout en ordre, surtout avec Camille qui va si bien. Ses yeux ont volé vers ma sœur avec cette même lueur fière qui me rendait jalouse autrefois et maintenant me fatiguait juste. Camille a souri, feignant la modestie. Maman, tu n'avais pas besoin. Non, non, Françoise l'a interrompu. Tu l'as mérité. Nous avons juste fait quelques ajustements. Tu sais, la vie change. Pierre a remué sa soupe, ne croisant pas mon regard. C'était sa façon de confirmer quelque chose sans le dire. Quels ajustements, ai-je demandé tranquillement. Françoise a agité sa main comme si elle chassait une mouche. Rien qui te concerne. Tu comprendras quand le moment viendra. Je voulais insister, mais je savais mieux. Avec elle, les questions étaient des mines terrestres. Tu n'entendais pas toujours l'explosion, mais tu sentais les dégâts plus tard. Le dîner s'est terminé dans ce silence épais qui pendait comme du brouillard. J'ai aidé à débarrasser la table, et quand Françoise est allée prendre son bain du soir, j'ai remarqué qu'elle avait laissé la porte de son bureau ouverte.
La lumière du bureau était encore allumée. Je suis restée là 1 minute, débattant avec moi-même. Puis je suis entrée. La pièce sentait le polish à meubles et la lavande. Les papiers étaient empilés soigneusement, étiquetés dans son écriture parfaite. Elle était le genre de femme qui gardait les reçus d'il y a 15 ans, juste au cas où elle aurait besoin de prouver qu'elle avait raison. Le tiroir du milieu n'était pas verrouillé. Ma main n'a hésité qu'un moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un seul dossier Manila. Projet de testament était écrit à l'encre noire sur le dessus. Je l'ai ouvert. La première page listait les biens, la maison, le compte d'épargne, la pension. Sous bénéficiaires principaux, j'ai vu le nom de Camille. En dessous, secondaire, première église baptiste de Quimper. Mon nom n'était pas là, pas même comme une pensée après coup. J'ai feuilleté chaque page, cherchant tout signe de moi-même. Rien. C'était comme si je n'avais jamais existé. J'ai senti mon pouls ralentir, pas s'accélérer. Ce n'était pas un choc. C'était une confirmation, quelque chose que je savais au fond mais que je n'avais pas voulu croire. Elle ne m'avait pas juste effacé de leur amour. Elle m'avait effacé de leur futur. J'ai fermé le dossier doucement, comme si c'était quelque chose de fragile, et je l'ai remis dans le tiroir. Puis je suis allée à la porte arrière, je l'ai ouverte, et je suis sortie. La cour était recouverte de neige. Les balançoires sur lesquels nous avions joué enfants se tenaient inclinés d'un côté, une chaîne plus longue que l'autre. J'ai marché pieds nus sur l'herbe gelée jusqu'à ce que je les atteigne et je me suis assise. Le froid mordait ma peau, mais ça semblait juste, honnête, contrairement à la chaleur à l'intérieur de cette maison. Ce n'est plus de la douleur, ai-je pensé. C'est de la clarté. Je suis restée là longtemps, regardant ma respiration monter en petits nuages jusqu'à ce que les étoiles se brouillent. Pour une fois, je ne me sentais pas petite. Je me sentais éveillée. Quand je suis finalement rentrée, j'ai lavé mes pieds dans l'évier, je les ai séchés, et je suis allée directement au lit. Mais je n'ai pas dormi. Mon esprit était un film de chaque moment où on m'avait dit que j'étais chanceuse d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Chaque fois que j'avais dit merci pour des miettes déguisées en attention. Au matin, quelque chose en moi avait changé d'attendre à préparer. Au petit déjeuner, je suis entrée dans la cuisine où Françoise coupait des fruits, et Camille faisait défiler son téléphone. Pierre était assis lisant le journal comme un accessoire dans sa propre maison. « Bonjour » a dit Françoise légèrement. « Bien dormi ?» J'ai versé du café. « En fait, oui, ai-je dit. Je réfléchissais à ce que tu as dit hier soir. » Elle a levé un sourcil. « À propos de quoi, chérie ? À propos du testament ? À propos de l'équité ? » Son couteau s'est arrêté à mi-tranche. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu continues à m'effacer de tout, ne sois pas surprise quand un jour j'arrête d'être là pour être effacée. Camille a ri immédiatement, le son aigu. Oh, allez. Ne sois pas dramatique. Françoise a secoué la tête, soupirant comme si je la décevais encore. Te voilà. Toujours transformant les choses en attaque. Nous ne sommes pas des méchantes, Morgane. Pierre n'a pas levé les yeux. Il a juste continué à mâcher, sa fourchette bougeant rythmiquement comme une horloge qui décompte. J'ai pris une autre gorgée de café. Non, vous n'êtes pas des méchantes. Vous êtes juste de très bonnes éditrices. Françoise a froncé les sourcils. Excuse-moi ? Vous éditez tout ce qui ne correspond pas à l'histoire que vous voulez raconter, et apparemment je ne corresponds pas. J'ai posé ma tasse et j'ai quitté la pièce avant qu'elle puisse répondre. En haut, j'ai commencé à rassembler des choses. Mon passeport, carte d'identité, acte de naissance, vieux journaux. Pas les vêtements, pas les souvenirs, juste la preuve que j'étais encore réelle quelque part en dehors de leur récit. J'ai glissé tout dans un dossier et les caché sous mon matelas. Mes mains ne tremblaient pas.
Je me sentais stable, calme, presque sereine. Plus tard, de ma fenêtre, j'ai vu Françoise dans le jardin taillant les haies, fredonnant comme si elle n'avait pas juste effacé son enfant. Camille est sortie pour prendre des selfies dans la neige. Pierre pelletait la laissant lever les yeux. Ils évoluaient dans leur vie comme des acteurs frappant leur marque. Famille parfaite, ordre parfait, mensonge parfait. Mais je connaissais maintenant la vérité. Je ne partais pas seulement. Je marchais vers la version de moi qu'elle ne croyait pas pouvoir exister. Alors je suis partie silencieusement, comme un fantôme qui savait finalement qu'il n'avait jamais été le bienvenu. Le matin où je suis partie, Quimper était couvert d'un fin voile de givre. Il ne neigeait plus, juste assez froid pour mordre. Le genre de froid qui vous garde alerte, fait que chaque respiration ressemble à un avertissement. Je me suis réveillée avant tout le monde. Je ne voulais pas un moment de confrontation. Pas parce que je le craignais, mais parce que ce n'était plus nécessaire. Il n'y avait plus rien à prouver. Je me suis habillée en couche, j'ai attaché mes cheveux en chignon bas, et j'ai glissé le dossier que j'avais caché sous mon matelas dans mon sac. Il contenait les documents que je ne pouvais pas me permettre de laisser derrière. Passeport, carte d'identité, journaux, et reçus qui traçaient une décennie de silence. J'ai laissé mes vêtements, mes livres, les photos que je pensais autrefois être des souvenirs qui valaient la peine d'être sauvés. Rien de cela n'avait d'importance maintenant. La maison était silencieuse. La voiture de Pierre était déjà partie. La porte de la chambre de Camille était fermée, la lumière en dessous faible. Françoise dormait probablement encore, enveloppée dans son monde de confort et de contrôle organisé. Je me suis arrêtée dans l'entrée, regardant en arrière vers le salon, la même pièce où je m'étais autrefois blottie sur le canapé regardant des films avec mon père, où Françoise me tressait les cheveux avant l'école. Cette maison tenait des fantômes, mais pas le genre qui hante. Le genre que tu deviens quand tu arrêtes d'être vu. J'ai placé ma clé de maison dans une enveloppe simple et l'ai glissée dans la boîte aux lettres dehors. Puis je me suis retournée et j'ai marché dans la rue, ma respiration stable dans l'air glacial. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que la boulangerie de la rue du Roi Gradelon ouvrait juste et l'odeur du pain frais m'a frappé comme quelque chose d'une autre vie. J'ai continué à marcher devant la bibliothèque où j'avais l'habitude de travailler, devant la poste, jusqu'à ce que j'atteigne le vieil immeuble au-dessus du fleuriste. Ce n'était pas grand-chose, juste une chambre avec un lit simple, un radiateur qui grattait, et une seule fenêtre qui donnait sur la rue. Mais c'était à moi. Personne ici ne contrôlait la température. Personne ne laissait de notes collées à la porte à propos d'électricité gaspillée. Personne ne me disait qui j'étais autorisée à être. La femme qui tenait le magasin de fleurs m'a donné une clé et un sourire fatigué. C'est calme, a-t-elle dit. Surtout des camions de livraison et des chats dans la ruelle. Je lui ai dit que ça sonnait parfait. Cette nuit-là, j'ai pris une douche aussi longtemps que je voulais. Personne n'a frappé, personne n'a crié. J'ai laissé la vapeur me laver, se coller au mur et embuer le miroir. Pour la première fois en années, je ne me suis pas dépêchée. Je suis restée sous l'eau jusqu'à ce que ma peau devienne rose et que le froid en moi commence à se desserrer. Après, j'ai fait du thé et me suis assise sur le petit rebord de fenêtre, genoux remontés, regardant la rue silencieuse en bas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement existé selon mes termes. Cela seul semblait révolutionnaire. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je me suis approchée m'attendant à un message d'un numéro spam ou peut-être un email de travail. Au lieu de cela, c'était une notification des réseaux sociaux. Camille avait posté une photo. C'était elle, Françoise, et Pierre à table souriant vers la caméra. La légende disait, « Enfin, la paix à la maison ». J'ai fixé ça un moment. L'arrogance, l'effacement, la performance. J'ai pris une capture d'écran, l'ai sauvée dans un dossier que j'avais commencé des semaines auparavant appelé « Preuve »,
puis j'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face contre le comptoir. Je ne ressentais pas de rage. Je ne me sentais pas trahi. Je me sentais validée. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise au petit bureau à côté de mon lit et j'ai ouvert un carnet. J'ai commencé une liste, pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que je ne voulais jamais récupérer. Plus de dîners où le silence était une arme. Plus de pièces où je devais rétrécir pour être tolérée. Plus de conversations où mes mots étaient utilisés comme carburant pour le feu de quelqu'un d'autre. La liste a grandi lentement, une ligne à la fois. Je ne me suis pas dépêchée. J'ai laissé chaque vérité arriver quand elle était prête. À minuit, je n'avais écrit que cette chose. C'était suffisant pour maintenant. Le lendemain matin, je suis allée au marché du coin et j'ai pris une clé USB. De retour dans ma chambre, j'ai commencé à tout rassembler. Email où Françoise me grondait comme une étrangère. Messages vocaux laissés sans réponse. Photos où j'étais recadrée, vidéos d'anniversaire où mon nom n'était pas mentionné. Chaque bout, chaque tranche d'invisibilité, tout est allé dans un dossier nommé « Histoire ». Ce n'était pas à propos de la vengeance. C'était à propos de la vérité. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais je voulais être prête pour moi-même si ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. À la fin de cette semaine, j'avais un petit tas de preuves et un sentiment grandissant de qui je pourrais devenir. Parce que parfois partir n'est pas bruyant. Parfois ce n'est pas une porte claquée, ou une valise jetée ouverte. Parfois c'est une respiration, une décision, un démêlage silencieux du récit de quelqu'un d'autre. Elle ne m'entendrait pas partir, mais elle sentirait mon absence plus fort que n'importe quel cri. Il s'avère que le silence n'est pas un vide. C'est une arme quand elle est maniée avec la vérité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté la maison. La chambre au-dessus du magasin de fleurs sentait encore faiblement les roses et le marc de café, et le radiateur sifflait comme un vieil homme montant les escaliers, mais c'était chez moi d'une façon que ma chambre d'enfance n'avait jamais été. La plupart des nuits je dormais léger mais sans rêve, le genre de sommeil qui suit le silence au lieu du confort. Un matin, en remplissant une étagère de dons à la bibliothèque, une des coordinatrices s'est approchée tenant une enveloppe Manila. « J'ai failli oublier », a-t-elle dit. « Tu as été nommé pour le prix Voix locale. » J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste quelque chose qu'on fait chaque année pour mettre en lumière les gens qui ont eu un impact dans la communauté. Tu as fait beaucoup ici, Morgane. Cette collecte que tu as organisée était vraiment quelque chose. Je l'ai remerciée, mais les mots ont à peine enregistré. Un prix, de la reconnaissance. Ça semblait étranger, comme si le nom de quelqu'un d'autre avait été prononcé par mes lèvres. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assise sur le rebord de fenêtre de ma petite chambre, tapant le court discours qu'ils avaient demandé. Juste 5 minutes, quelques mots sur ce que la bibliothèque signifiait pour moi, comment la communauté compte. Quand j'ai appelé Françoise pour le lui faire savoir, plus par habitude que par espoir, elle m'a coupé. « Ils t'ont donné ça à toi ?» Sa voix était tranchante, incrédule. « Tu ne parles même pas assez fort pour un discours. » J'étais silencieuse, pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que ce que j'avais n'avait pas besoin d'être dit à elle. « Je pensais juste que tu voudrais savoir, ai-je répondu. C'est jeudi prochain. » Eh bien, je suis sûre que c'est un vote de sympathie, a-t-elle marmonné, puis a changé de sujet vers la promotion de Camille. Après avoir raccroché, je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas soupiré. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fini le discours, puis je l'ai sauvé sous le nom « Première Voix ». Cette nuit-là, juste avant de me coucher, j'ai vérifié les réseaux sociaux par habitude. Je ne postais pas beaucoup, mais Camille certainement oui. Elle avait téléchargé une nouvelle photo, elle, Françoise, et Pierre assis dans un box de restaurant, trinquant avec des verres de vin sous un éclairage tamisé. La légende disait « 3 c'est parfait, ça l'a toujours été. »
Les commentaires étaient remplis d'émojis cœur et de phrases comme « belle famille » et « objectif ». Je n'ai pas réagi. J'ai juste pris une capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier intitulé « Preuve ». Puis j'ai fermé l'application. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était court. « Salut, c'est Milo du lycée. Tu vis encore près de l'avenue Maple ?» J'ai hésité avant de répondre. « Plus maintenant. » « Pourquoi ? » ? « J'ai quelque chose que tu dois voir. » Vidéo de l'hiver dernier. Ma caméra de maison a capturé quelque chose. Il a envoyé un lien. Je l'ai ouvert, me préparant. La vidéo était datée du 2 février. Elle montrait la cour arrière de mes parents, couverte de neige, silencieuse. Puis moi debout sur le balcon arrière en pyjama, bras enroulés autour de moi. Je frappais à la vitre, bougeant quelque chose en silence. Derrière moi, à travers la porte coulissante, Françoise et Camille pouvaient être vus riant à la télévision, des assiettes de nourriture sur leurs genoux. L'horodatage était clair. L'audio était faible, mais l'image en disait assez. Mes mains ont tremblé, pas de honte, mais parce que quelqu'un d'autre avait vu, quelqu'un avait finalement vu. Milo a suivi. Je ne savais pas quoi dire à l'époque. Je suis désolée. J'aurais dû faire quelque chose. Je ne savais pas comment répondre, alors je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document vide et j'ai commencé à taper. Pas une lettre, pas une diatribe, juste une histoire sur une fille à qui on disait toujours qu'elle était trop silencieuse, qui était effacée des cartes d'anniversaire et des photos de famille, qui se tenait dans le froid pendant que les gens qui prétendaient l'aimer riaient derrière la vitre. Je n'ai pas utilisé de nom, je n'en avais pas besoin. Quiconque l'avait vécu le reconnaîtrait. Je l'ai posté sur une plateforme privée pour survivants de traumatisme sous le titre « Chambre où je n'étais pas autorisée à exister ». J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allée au lit, sans rien attendre. Au matin, le post avait 2000 vues. Le soir, 12 000. Les messages ont afflué. Je pensais être la seule. Merci d'écrire ce que je n'ai jamais pu. Ton histoire est mon histoire. Puis un journaliste local m'a contacté. Elle a dit qu'elle avait lu l'essai, qui lui avait été transmis par 3 personnes différentes. Elle a demandé si je serais prête à partager plus officiellement ou non. J'ai décliné l'interview, mais je lui ai donné la permission de citer la pièce. À la fin de la semaine, l'histoire était publiée sous le titre « La fille qu'elles ont oubliée ». Je l'ai lu une fois, puis j'ai fermé l'onglet. Je n'étais pas intéressée à devenir virale. Je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais que la vérité soit dans le monde. Pas pour leur faire du mal, mais pour la déterrer, parce qu'elles utilisaient le silence pour me faire honte. Je l'utiliserai maintenant pour les exposer, et sans jamais élever la voix. Ce qui s'est passé ensuite était hors de mon contrôle, mais exactement ce qui devait arriver. J'étais assise sur le sol de ma chambre au-dessus du magasin de fleurs, pliant du linge en pile qui remplissait à peine un seul tiroir, quand Milo a envoyé un texto, « Ton article est partout. Je suis fière de toi. Elles ne peuvent plus t'ignorer maintenant. » Il a joint des captures d'écran de commentaires d'étrangers. Des centaines de personnes répondant à l'essai anonyme que j'avais posté quelques jours auparavant. C'était aussi mon enfance. Ma mère m'a appelée ingrate quand j'ai déménagé. J'ai pleuré en lisant ça. Je pensais être la seule. J'ai fait défiler à travers eux, engourdi au début, puis essoufflé. La validation de gens que je ne connaissais pas semblait plus honnête que tout ce que j'avais entendu de ma propre famille en 30 ans. Milo a envoyé un autre message. « Tu as dit ce qu'aucune de nous ne pouvait. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé dans le tableau de bord de la plateforme, et regardé le compteur de vues monter comme une marée. L'histoire avait été reprise par une plateforme nationale.
2 influenceurs l'avaient repartagé avec des légendes comme « Nous devons parler des filles invisibles » et « Ça m'a frappé en pleine poitrine ». Je n'avais pas nommé de nom, je n'en avais pas eu besoin. La vérité, quand elle est dite clairement, ne nécessite pas de cible. Elle résonne toute seule. Plus tard cette nuit-là, un email est arrivé d'une association à but non lucratif, une organisation qui travaillait avec les survivants adultes de violences familiales. Ils avaient lu la pièce et voulaient savoir si je serais prête à parler. « Tu peux rester anonyme », disait-il. Nous hébergeons un podcast pour des histoires comme la tienne. Pas de pression, juste si tu es prête. J'ai hésité. Je ne voulais pas d'attention. Je ne voulais pas être le visage de la campagne de qui que ce soit. Mais je voulais que les gens comme moi se sentent moins seuls. Alors, j'ai dit oui avec une condition. Ma voix serait déguisée. Nous avons enregistré l'épisode dans un petit studio du centre-ville. La femme qui m'interviewait était douce mais stable. Elle n'a jamais posé de questions invasives, m'a juste laissé raconter comme ça s'était passé. À la fin, elle m'a remercié pour mon courage. Je me souviens avoir secoué la tête et dit que ce n'était pas du courage. C'était juste finalement parler après avoir été réduite au silence si longtemps. Le podcast a été diffusé un vendredi. Dimanche, j'ai reçu un autre email. Celui-ci d'un centre d'hébergement pour femmes. Il m'offrait un package de soutien logement et emploi d'1 an. Tu n'as pas besoin de retourner, a écrit la gestionnaire de cas. Tu es déjà parti une fois. Laisse-nous t'aider à rester dehors. J'ai signé l'accord sans hésitation. Ce n'était pas à propos de charité. C'était à propos de dignité, de ne plus avoir à justifier mon existence. Mais le truc avec la vérité c'est qu'elle ne reste pas silencieuse. Ce même week-end, Camille a posté une photo d'elle sirotant du vin à une table de brunch. Françoise et Pierre étaient assis à côté d'elle souriant. La légende disait, reconnaissante pour la famille. Certaines d'entre nous savent ce que ça veut vraiment dire. Sous le post, de nouveaux commentaires sont apparus, desquels n'avaient pas attendu. Êtes-vous la famille de cette histoire? Vous avez ri pendant que votre fille gelait. Ça ne peut pas être réel, n'est-ce pas? Quelques heures plus tard, Françoise a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis elle a envoyé un texto, s'il te plaît réponds. J'ai besoin de te parler. Je me suis assise au bord de mon lit, regardant le téléphone s'allumer. Puis j'ai décroché. Elle n'a pas crié. Pas cette fois. Sa voix était petite, contrôlée, presque répétée. Nous ne savions pas que c'était si grave, Morgane a-t-elle dit. Nous ne savions pas que tu te sentais comme ça. Si nous avions su. Je l'ai interrompu. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à gérer à quoi nous ressemblions pour te soucier de comment je vivais. Il y a eu du silence. Je l'ai laissé pendre. Je suis désolée, a-t-elle dit finalement. S'il te plaît rentre à la maison. Nous pouvons réparer ça. J'ai respiré, puis j'ai expiré lentement. Non, maman. Tu ne peux pas réparer ce que tu n'as pas cassé par accident. Une autre pause, plus longue cette fois. Alors qu'est-ce que tu veux de nous, a-t-elle demandé. J'ai répondu sans hésitation. Rien. Je ne veux rien. C'est la différence entre nous. Tu avais besoin que je sois silencieuse. J'avais juste besoin d'être entendue. Et maintenant que je l'ai été, tu n'auras plus jamais la chance de m'ignorer. J'ai terminé l'appel. Je suis restée là longtemps après. Pas parce que j'étais secouée, mais parce que je ne l'étais pas. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas remis en question. Pour la première fois, je n'avais pas peur de les perdre. Parce que j'ai finalement compris. Je ne les avais jamais vraiment eues pour commencer. Elles avaient l'habitude de m'ignorer pendant que je suppliais de rester. Maintenant elles supplient,
et je ne regarde même pas en arrière. 3 jours après qu'elle m'ait supplié de revenir, j'ai trouvé la paix dans un endroit sans miroir. Le téléphone a sonné un jeudi. C'était un de ces après-midi mornes et gris de début mars, le genre où le ciel ne peut pas décider entre dormir ou la lumière du soleil. Je venais de rentrer d'une promenade, une de ces boucles sans but et à rythme lent autour du pâté de maison qu'on fait quand ses pensées sont plus fortes que les murs peuvent contenir. Je n'étais pas allé loin, juste assez loin pour rappeler à mes jambes qu'elles pouvaient encore me porter. Mon manteau était encore zippé, sa fermeture éclair légèrement coincée près du col. J'avais fourré mes gants dans une poche et mon téléphone dans l'autre. La vibration m'a fait sursauter, pas parce que c'était fort, mais parce que ça avait été silencieux si longtemps, pas juste en mode vibration. Silencieux de la façon qui vous dit que les gens ont arrêté d'essayer. L'écran s'est allumé. Pierre. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner, regardé le nom disparaître, puis l'icône messagerie vocale clignoter. J'ai écouté son message debout à côté du radiateur, la chaleur qui commençait juste à se mettre en marche. Ma main planait près de la bouche d'aération comme si j'avais besoin d'une preuve de chaleur avant de pouvoir lui faire confiance. Sa voix était plus basse que je me souvenais, mesurée, presque répétée. Ta mère n'a pas été la même depuis que tu es parti, a-t-il commencé. Elle est silencieuse. S'assoit dans la cuisine avec la télé allumée, mais ne regarde pas. Tu avais raison sur tout. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas pleuré. Il n'y avait pas de supplication pour que je revienne, et ça rendait ça en quelque sorte pire. Je l'ai rappelé environ 10 minutes plus tard. Assez longtemps pour m'assurer que je ne tremblais pas, assez longtemps pour réaliser que je ne tremblais pas. Il a décroché à la première sonnerie. Pas de précipitation, pas de statique, juste le souffle. Comme s'il avait tenu le téléphone dans sa main tout le temps. J'ai eu ton message, ai-je dit. Neutre, ai-je imaginé. Puis un long silence. Je n'appelais pas pour la défendre ou me défendre. Bien, ai-je répondu. Ni cruel, ni gentil, juste fatigué. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Pas vraiment. Tu n'as pas demandé, ai-je dit, voix égale. Il ne l'a pas nié. N'a pas offert d'excuses. Je voulais juste dire que je suis désolé que je n'ai pas été mieux. J'ai expiré doucement. Tu n'as pas été n'importe quoi. La ligne est devenue silencieuse, mais il n'a pas raccroché. Tu as regardé, ai-je dit. C'est la partie que je n'oublierai jamais. Pas ce qu'elle a fait, ce que tu n'as pas fait. Je sais, a-t-il murmuré. Un autre souffle, une autre pause comme s'il pesait les mots suivants soigneusement. Je ne rappellerai plus, a-t-il dit. J'avais juste besoin de le dire une fois. J'ai hoché la tête, pas qu'il puisse voir. D'accord. Clic. C'était la dernière fois que j'ai entendu de lui. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. L'association m'avait aidé à être sur la liste. Subventionné, 3e étage, fenêtres exposées à l'est, un balcon juste assez grand pour une chaise et une plante pleine d'espoir. Du bord, je pouvais voir un arbre qui commençait juste à bourgeonner, branche squelettique avec une promesse cachée en dessous. Ce n'était pas grand-chose. Les sols grinçaient comme s'ils portaient le poids d'une centaine d'années de pas. Le radiateur claquait comme une vieille machine à écrire qui se réchauffait. Le rabinet dans la cuisine goûtait si je ne le serrais pas 2 fois. Mais c'était à moi. Et il n'y avait pas de miroir. Ni dans la salle de bain, ni au-dessus de l'évier, ni derrière aucune porte. Le propriétaire, un homme fatigué nommé Will avec un bloc-notes et des lunettes épaisses, a offert d'en apporter un. J'en ai un en rab, a-t-il dit, se grattant la barbe. Pas de frais. J'ai souri. Merci, mais ça va. Et j'allais vraiment bien. J'ai acheté des meubles lentement, un peu à la fois. Une étagère d'un magasin d'occasion qui penchait légèrement à gauche, mais ne vacillait pas.
Une bouilloire d'occasion dans une nuance de bleu qui ressemblait au ciel du matin, ébréchée à la base, mais encore solide. Elle faisait que l'eau avait un goût différent, plus doux, comme le début de quelque chose au lieu de la fin. J'ai pris une plante du magasin du coin, petite, feuillue, sans nom. Je l'ai appelée Juin, pas parce qu'elle me rappelait l'été, mais parce qu'elle ressemblait au début d'un mois que je pourrais survivre. Juin ne demandait pas beaucoup, juste de la lumière, un peu d'eau, du temps. Elle me rappelait moi-même. J'ai repris du travail à temps partiel à la bibliothèque, rerangeant, triant, répondant à des questions silencieuses de gens qui chuchotaient même quand ils n'en avaient pas besoin. Le reste de mon temps je l'ai rempli d'écriture, pas de journaux ou de lettres que je n'enverrai jamais. De la vraie écriture, des nouvelles, de la fiction. Bien que certaines vérités saignent dans la fiction que tu les invites ou non. J'ai écrit sur des filles qui disparaissaient dans des maisons pleines de gens qui prétendaient les aimer. Sur des mères qui portaient des perles à l'église mais pelaient la peinture avec leurs mots. Sur le silence si profond qu'il semblait construit. Couché intentionnel. Je n'ai jamais utilisé de nom. Pas au début. Mais un matin avec la lumière du soleil qui se déversait par la fenêtre de la cuisine et l'air assez chaud pour l'entrouvrir de quelques centimètres, je me suis assise et j'ai écrit quelque chose de nouveau. Et en bas, j'ai signé mon nom. Morgane. La dernière ligne disait, « Parfois la survie ne consiste pas à rester. C'est partir et vivre si fort, si honnêtement que tu n'as plus jamais besoin de demander la permission. » Je l'ai soumis au même site web où j'avais d'abord partagé mes histoires anonymement. Un endroit où j'avais une fois chuchoté dans le vide, incertaine si quelqu'un m'entendrait. Cette fois, ils l'ont fait. En quelques heures, les commentaires sont venus de femmes dans la soixantaine, d'étudiantes de première année, d'enseignantes, infirmières, barman, mères célibataires, de gens qui s'étaient tenus dans les coins de pièces où ils n'appartenaient pas, espérant que personne ne remarque les bleus sous leurs manches ou le tremblement dans leur « ça va ». Elles ont écrit sur la rupture, sur partir, sur rester silencieuses jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus. Et j'ai répondu, pas toujours avec des mots, mais avec le genre d'écoute qui compte. Pendant ce temps, leur vie, ces gens que j'avais laissés, n'ont pas avancé. L'Instagram de Camille est mort. Plus de posts d'heures dorées à la plage. Plus de brunchs encadrés dans des filtres pastels, juste l'absence. Le club de lecture de Françoise s'est lentement dévoilé. D'abord moins d'invités, puis des réunions oubliées, puis plus rien du tout. Pas de grande annonce, juste le silence. La réputation n'a pas besoin de scandale pour se démêler. Elle a juste besoin que les gens arrêtent de prétendre. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas dansé sur leur ruine ou leur souhaité de la douleur. J'ai juste respiré plus facilement, sachant que leur voix ne pouvait pas me suivre ici. Un soir, juste alors que la neige commençait à fondre et que les trottoirs devenaient glissants de mémoire, je suis rentrée du magasin, mon manteau zippé, un petit sac de citron cognant contre ma cuisse, clé prête dans une main. Le ciel au-dessus était ce rose pâle qui ne vient qu'après qu'une longue journée d'hiver s'adoucit sur les bords. En passant devant une maison à 2 pâtés de maison de chez moi, je l'ai vue. Une famille sur le perron, une adolescente qui rentrait en trombe. Sa mère criant quelque chose d'aigu. Son père attrapant la porte moustiquaire avant qu'elle claque trop fort. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas fixé. J'ai juste continué à marcher. C'était ma vie avant. Mais maintenant j'avais une chambre chaude, une étagère avec des histoires qui étaient miennes, un nom que je n'avais plus besoin de cacher, un dîner à faire, un livre qui m'attendait sur ma table de nuit, et de la chaleur que je pouvais allumer quand je voulais. Elles m'ont une fois enfermée dehors pour avoir utilisé trop de chauffage. Mais j'ai trouvé une chaleur qu'elles ne toucheront jamais. Voilà mon histoire, chers auditeurs. Parfois la trahison la plus profonde ne vient pas d'étrangers, mais des gens qui étaient censés vous protéger. Cette histoire ne parlait pas juste d'être enfermé dehors dans le froid. Elle parlait d'années d'être émotionnellement gelé, effacé, et finalement choisir de partir.
Avez-vous déjà dû faire le choix douloureux de laisser des gens derrière, pas par haine, mais par préservation de soi? J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez ce soir. De quelle région, de quel pays voyagent nos histoires? Cela me ferait plaisir de savoir que cette leçon de courage traverse les frontières. Ici, les vérités coupent plus fort que les armes. Parce que parfois, le silence cache la pire des trahisons. Cette histoire nous rappelle que l'âge et la vulnérabilité ne sont pas des raisons d'accepter la maltraitance. Que derrière chaque famille, parfaite, se cachent parfois des dynamiques toxiques. Mais elle nous enseigne aussi que nous avons le pouvoir de réécrire notre propre histoire. Morgane aurait pu rester, continuer à subir, accepter d'être l'invisible de sa famille. Mais elle a choisi de partir, de se construire, de témoigner. Car c'est ça, être humain, c'est refuser l'inacceptable, même quand cela vient de ceux qui nous sont les plus proches. Dans nos vies, nous croisons tous des Françoises, des Camille et des Pierre. À nous de choisir si nous voulons être des Morganes. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.